Bonjour à tous, bienvenue aux expériences de paysage. Nous accueillons ce matin les carnets du paysage. Alors tout d'abord, on a le plaisir d'accueillir deux grandes figures du paysage qui sont Jean-Marc Besse et Gilles Tiberghien, philosophes du paysage qui ont beaucoup écrit, qui ont donné des conférences, qui ont fait des cours, qui ont énormément contribué à définir la notion de projet de paysage, très chère à notre profession, et qui sont là aujourd'hui pour nous présenter la coédition, leur codirection d'édition des carnets du paysage, donc qui est une revue qui a été créée à l'école du paysage de Versailles en 1998 et qui, depuis 20 ans, a gardé une ligne éditoriale assez identitaire, très pluridisciplinaire et aussi ouverte sur la théorie et l'art. Et qui, donc ce matin, ils sont venus accompagnés de Eugénie Denarnaud, paysagiste, qui a intégré aussi la revue en 2015 et qui s'est occupée d'organiser les 20 ans des carnets du paysage qui se sont passés l'année dernière, une manifestation qui s'est passée au musée de la Chasse, qui était assez complète aussi. Voilà. Donc bienvenue à tous et puis merci d'être venus aux invitations de la Fédération des paysagistes. Bonjour à toutes et à tous, et dans un premier temps, effectivement, merci très sincèrement à Béatrice et à la Fédération de nous donner l'occasion de présenter notre trajectoire, notre parcours, nos intentions, l'esprit dans lequel nous travaillons et peut-être également nos réalisations, en fait, nos productions éditoriales. Nous sommes trois membres du comité de rédaction, en fait. Nous sommes plus nombreux que cela, vous pouvez l'imaginer. Mais voilà, donc disons que nous parlerons au nom, si je puis dire, ou en tout cas en sympathie avec les autres membres du comité de rédaction qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Alors, on va vous présenter plusieurs choses. D'abord, notre manière de concevoir, alors non pas le paysage, parce que ce serait justement excessif, mais en tout cas, notre manière de concevoir le questionnement vis-à-vis du paysage, et notre manière de concevoir la possibilité de faire une revue au sujet du paysage. Et donc nous présenterons cela de façon aussi fluide et animée que possible, grâce à Eugénie et à Gilles en particulier. Je vais peut-être dans un premier temps rappeler quelques données un peu générales de l'existence de cette revue. Béatrice nous rappelait il y a un instant que cette revue a été créée donc il y a 20 ans maintenant. Elle a été créée dans un contexte, dans un cadre bien particulier qu'elle a rappelé. C'est une revue donc, qui a été créée à l'intérieur et à l'initiative de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, dans le cadre d'une convention qu'elle avait établie, que cette école avait établie avec un éditeur majeur sur la scène française, qui est Actes Sud. Et ça définit déjà un cadre bien particulier pour notre initiative éditoriale et pour notre manière de travailler. Parce qu'effectivement, ce choix impliquait dès le départ de viser un public élargi. Le fait de travailler avec un éditeur dont la réputation n'est pas à faire et qui dispose d'une surface commerciale et d'une capacité à atteindre un grand public comme Actes Sud. Donc le fait de faire ce choix immédiatement signifiait que le public que nous visions ne se réduisait pas, mettons, à un public de professionnels, à un public qui serait directement ou simplement circonscrit au monde du projet de paysage. Ça, c'est un point qui nous semble important et qui, au fond, signale l'esprit et l'intention qui a été la nôtre en créant cette revue et en la développant. Et je dois avouer, je dois reconnaître avec beaucoup de plaisir
et affirmer avec beaucoup de plaisir que les directions successives, puisqu'en 20 ans, comme vous pouvez imaginer, nous avons vu passer quelques directeurs d'école, eh bien, les directions, les directeurs successifs de l'école du paysage de Versailles nous ont toujours manifesté une confiance, nous ont toujours soutenus dans cette initiative qui était assez singulière, dans la mesure où, comme je l'indiquerai dans un instant, eh bien, il s'agit effectivement de faire une revue au sein d'une école, mais une revue dont l'ambition, peut-être excessive, mais en tout cas dont l'ambition est de dépasser, comme je le disais il y a un instant, le strict périmètre d'une école et du monde académique ou du monde pédagogique, s'agissant du paysage. Donc c'est un comité de rédaction qui a été composé dès l'origine de façon transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, comme vous voudrez, c'est-à-dire, enfin, on va dire multiprofessionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce comité de rédaction, on trouvait et on trouve toujours des enseignants de l'école du paysage de Versailles, et aussi d'autres écoles en vérité. Donc des enseignants plutôt du côté du projet de paysage, mais aussi des anthropologues, des ethnologues, des philosophes. Vous voyez, donc plutôt dans un registre qui est a priori pas celui du projet de paysage. Et des collaborateurs qui n'appartiennent pas à l'école du paysage, qui n'enseignent pas à l'école du paysage. Et c'est cette combinaison, ce mélange qui nous semble tout à fait intéressant. Donc, et qui, là encore une fois, qui exprime, qui reflète l'ambition et l'intention ou la motivation de cette revue dès l'origine. Comme je le disais, il ne s'agissait pas, et il ne s'agit toujours pas en vérité, de réaliser une revue professionnelle, même si, bien entendu, elle concerne les professionnels. C'est une revue qui essaye de, je ne sais pas comment dire, de contribuer, en tout cas dès l'origine, elle a essayé de contribuer à la constitution, à la fabrication, au développement en tout cas, d'une culture du paysage, dans le public en général. Vous avez sans doute un propos que je répète souvent, mais que j'aime bien répéter. Vous avez sans doute l'occasion de chercher des livres consacrés au paysage dans des librairies. Et de vous poser la question d'abord, où les trouver? Dans quelle librairie? Et puis de vous poser la question, lorsque vous êtes dans une librairie, mettons généraliste, de savoir dans quel rayon vous allez trouver un livre sur le paysage. Bien, il y a 20 ans encore, eh bien, demander dans une librairie, pas forcément la moins riche, demander un livre sur le paysage, eh bien, le libraire était plutôt embêté parce qu'il pouvait vous renvoyer au rayon géographie, au rayon histoire de l'art, au rayon littérature, au rayon jardinerie, pourquoi pas. Ce qui signifiait quoi, du point de vue intellectuel, pour nous, à nos yeux? Ce qui signifiait que le champ du paysage, à proprement parler, le domaine spécifique, qui serait articulé autour de ce qu'on peut appeler paysage, mais dans un sens large, eh bien, ce champ n'était pas véritablement repéré par ces premiers traducteurs de ce que peut être un public, c'est-à-dire les libraires, et ce champ, d'une certaine manière, n'existait pas véritablement. Il y avait bien entendu des productions, des productions dans différents domaines, dans différents secteurs, mais le fait de pouvoir les croiser, les faire travailler ensemble, ces différents domaines, le fait de pouvoir frotter l'un contre l'autre, l'une contre l'autre, différentes propositions, ou l'un contre l'autre, différents discours, nous n'avions pas de lieu véritablement. En tout cas, les quelques lieux qui existaient, c'est-à-dire des colloques, des séminaires, se caractérisaient, même au ministère d'ailleurs, se caractérisaient par une certaine forme d'incompréhension réciproque.
Hein. La plupart, effectivement, on pouvait rencontrer dans la même salle des paysagistes, projeteurs, des historiens d'art ou des philosophes qui utilisaient le même mot, paysage, mais qui, à l'évidence, n'y mettaient pas le même sens. Et éventuellement, on pouvait penser qu'ils se comprenaient, mais en réalité, ils ne parlaient pas de la même chose. Et notre prétention, donc, dans la revue, a été finalement de dresser un cadre, de dresser un théâtre dans lequel ces différents discours, ces différentes propositions pouvaient être échangées, confrontées, pouvaient travailler les unes avec les autres, afin finalement de, non seulement de contribuer à la création de ce champ, mais tout simplement de le faire vivre auprès d'un public élargi. Et ça, c'est une motivation de notre revue qui est toujours présente. Je disais encore, ce n'est pas une revue de professionnels, mais c'est une revue qui s'adresse à un grand public. Ça ne veut pas dire que nous allons mettre entre parenthèses, et que nous mettons entre parenthèses, Gilles en parlera dans un instant, l'apport, la contribution et les propositions qui viennent du milieu des paysagistes. Loin de là, au contraire. C'est justement la singularité, une des singularités de notre posture. C'est-à-dire que nous voulons prendre en charge, nous essayons en tout cas, de prendre en charge des questions, on va dire, générales, qui traversent les sociétés contemporaines, celle de l'agriculture, celle on verra tout à l'heure, celle de l'espace public, comme vous le voyez devant vous. Bref, toute une série de questions qui sont thématisées dans des dossiers, mais nous les interrogeons justement en partant, si je puis dire, ou en tout cas en y inscrivant les propositions, les intentions, les réalisations, les projets donc, qui viennent du monde des paysagistes. Dans la mesure où il nous semble que le monde du paysagisme, au sens, mettons, un peu restrictif du terme, le monde du paysagisme a beaucoup de choses à dire au niveau de la société de façon plus générale. Voilà. Et donc nous essayons à chaque numéro, sur la base de dossiers thématiques, nous essayons à chaque numéro d'organiser justement la juxtaposition, la rencontre, éventuellement la collaboration entre donc des discours et des propositions donc, qui viennent de différents secteurs. Il s'agit véritablement de tenter d'installer dans le débat public la place du paysage, véritablement. Vous savez sans doute, on va peut-être développer la chose, mais vous savez sans doute aujourd'hui, il y a de très nombreux discours qui relèvent, mettons, d'une sensibilité écologique au sens très large du terme, et qui nous invitent à... je reprends une formule qui est très souvent utilisée aujourd'hui, à redécouvrir la Terre. Redécouvrir la Terre. En intensivité, en intention. Il nous semble que cette exigence, c'est pas du tout une exigence qui pourrait être considérée comme réactionnaire, mais c'est au contraire une exigence qui peut être formulée de manière encore plus positive, de manière plus précise, de manière plus riche, si nous mettons dans cette exigence, si nous faisons entrer dans cette exigence la considération des paysages et l'attention aux paysages, car il nous semble que, effectivement, les paysages sont les éléments constitutifs de nos existences individuelles et collectives. Et donc, nous sommes très heureux de ce point de vue-là, je voudrais y insister, nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier justement de la confiance de cette école de Versailles et de ses directeurs successifs. Une revue, et je terminerai là-dessus et je passerai tout de suite la parole à mes camarades, une revue, c'est un acte très particulier. Et une revue d'école, là encore, c'est une activité d'un genre particulier, avec une temporalité d'un genre particulier, j'y viendrai. Notre revue n'est pas une revue de doctrine.
c'est pas la revue dans laquelle, mettons, l'école de Versailles viendrait énoncer ce qu'est ou ce que doit être la pensée du paysage. On serait bien en peine de trouver cette pensée. Et ce n'est pas du tout notre préoccupation. Nous ne prétendons pas forger une théorie du paysage qui serait en plus une théorie versaillaise du paysage. Ce n'est pas du tout notre préoccupation. C'est une revue qui a adopté dès le début et qui encore aujourd'hui se soucie de ce qu'on pourrait appeler une attitude exploratoire. Il s'agit d'explorer des questions qui sont des questions générales. Par exemple, un de nos prochains numéros, celui d'automne prochain, sera consacré à la question de l'énergie. Donc ce sont des questions qui sont générales, mais ce sont des questions générales que nous traitons, comme je le disais tout à l'heure, à partir de préoccupations qui sont celles des paysagistes, à partir des préoccupations, des pratiques du paysage ou des expériences de paysage. C'est comment, grâce au paysage, mettons comme méthode, grâce au paysage comme foyer d'interrogation, comme foyer de questions, nous pouvons socialement, publiquement, nous emparer de questions qui nous concernent tous dans nos existences. Voilà. Donc, revue exploratoire, cette exploration ou cette volonté exploratoire, eh bien, nous la déclinons sous la forme de thèmes, de dossiers thématiques que nous élaborons collectivement, que nous décidons collectivement, que nous construisons collectivement. Et là, je dirais en tant que co-directeur, je dois vraiment rendre hommage à l'ensemble du comité de rédaction, des membres du comité de rédaction de cette revue. Et je pense que Gilles sera tout à fait d'accord avec moi. C'est une revue de bénévoles, de personnes donc, qui passent beaucoup de temps à lire et à écrire pour publier donc 240 pages tous les 6 mois. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait significatif et tout à fait remarquable à mes yeux. C'est une revue qui n'a pas le profil et qui ne veut pas avoir le profil d'une revue universitaire ou scientifique au sens restreint du terme. Alors pour différentes raisons, mais une des caractéristiques de notre revue, c'est que la totalité des articles est lue et, on va dire, évaluée, corrigée, discutée avec les auteurs par la totalité des membres du comité de rédaction. Donc on a véritablement affaire à un engagement collectif autour d'un projet, qui est un projet effectivement éditorial, mais qui est plus généralement un projet intellectuel, et peut-être aussi un projet politique. Ça, on pourrait y venir. Alors, je laisserai Eugénie et Gilles parler du fonctionnement concret du comité de rédaction, de la manière dont nous animons ce collectif, dont nous le faisons vivre. Je laisserai également mes camarades parler du rôle très important que nous accordons à l'iconographie, aux images dans cette revue, des images qui ne sont pas des illustrations, mais qui sont véritablement des lieux de proposition, des lieux de proposition en tant que tels. J'aimerais juste souligner un point. Un de nos soucis dans cette revue est de publier et de republier des textes français ou étrangers qui nous semblent des textes de référence, peu connus par le public français, des étudiants ou des enseignants. Nous avons réalisé des dossiers, d'ailleurs consacrés explicitement à des donc à des auteurs comme John Brinkerhoff Jackson ou comme Gareth Egbo. Tu veux montrer quelque chose peut-être? Ouais, John Brinkerhoff Jackson. Voilà. Et notre intention est notre souci en tout cas, est de constituer ou de contribuer à constituer une bibliothèque de référence qui pourrait être véritablement utile et utilisée par les étudiants, les enseignants, les chercheurs et finalement tout un chacun, les professionnels bien entendu.
Alors je termine de façon un peu générale en soulignant devant vous l'importance des revues dans la vie publique. J'aimerais insister beaucoup sur ce point, l'importance des revues dans la vie publique et dans la profession qui est celle des paysagistes. Je pense que moi je suis personnellement très heureux de voir qu'aujourd'hui, eh bien, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une dizaine d'années, il y a un grand nombre de revues qui sont nées, même de manière récente ou qui sont en préparation. Alors peut-être un jour on arrivera justement à nous mettre dans la même salle et à échanger nos expériences. Vous connaissez sans doute bien entendu Projet de paysage, mais il y a aussi les cahiers de l'école de Blois qui font un travail tout à fait important, mais il y a ces jeunes revues, le Paysageur, ou Silo, ou Openfield, j'en oublie peut-être d'autres, vous voyez, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment de jeunes paysagistes, ou pas d'ailleurs, enfin des jeunes professionnels, de manière générale, ont véritablement pris conscience de la nécessité de prendre parti, de prendre position dans le domaine du paysage de manière générale, dans l'espace public, en y mobilisant les références au paysage. Alors bien entendu, chaque revue a son style propre, à ses curiosités particulières, et c'est très bien comme ça. Ces enthousiasmes aussi particuliers, qui sont toujours, parce que les revues c'est pas autre chose, des enthousiasmes et des curiosités qui sont portés par des petits groupes de femmes et d'hommes qui décident, comme je le disais tout à l'heure, généralement bénévolement, d'y consacrer du temps et de l'énergie, et qui sont plus généralement concernés par le paysage et qui sont attentifs au devenir du paysage. Donc importance des revues. S'agissant du paysage, pour 3 raisons, et je m'arrêterai là. D'abord, parce que les revues, c'est le lieu, un des lieux, il y en a d'autres, mais un des lieux où les réalisations, les projets, les idées, les hypothèses, les curiosités sont rendues visibles. Sont rendues visibles. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important. C'est-à-dire que les revues sont des lieux qui permettent, de façon, je dirais quasiment banale, de faire connaître de façon générale des initiatives qui sont généralement particulières. Et ça, c'est un point qui est tout à fait, un point tout à fait inestimable, je dirais, un apport tout à fait inestimable des revues. La deuxième chose, la deuxième raison qui à mon sens, nécessite l'existence des revues, c'est que les revues en général, eh bien, elles ont une vocation, je dirais, d'intervention, de proposition, de provocation. Elles sont destinées à faire réagir les lecteurs, non seulement à leur faire connaître des aventures qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais surtout à les provoquer à aller plus loin. Et ce point me paraît tout à fait nécessaire. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, les revues, elles sont là aussi, à la fois pour traduire et pour soutenir ce qu'on pourrait appeler des enthousiasmes. Non seulement des curiosités, mais des enthousiasmes, c'est-à-dire des élans, des volontés de faire quelque chose, quoi. Je crois que c'est important. C'est vraiment tout à fait important parce que on pourrait dire que là où il y a des revues, il y a de la vie, tout simplement. Et je pense que c'est important pour l'avenir du monde du paysage et la constitution de la culture du paysage. Mais je donne la parole peut-être à Gilles, peut-être tout de suite, qui voudrait parler de l'iconographie. Et avant de parler de l'iconographie, je voudrais ajouter quelque chose, et je laisserai la parole tout de suite à Eugénie, sur ce que disait Jean-Marc des revues. En général, en effet, à l'époque où les carnets du paysage ont paru
la première fois, il n'y avait pas grand-chose, mais il n'y avait pas rien quand même. Il y avait en particulier, tu te souviens, les pages paysages, par exemple, qui étaient le fait d'une équipe de jeunes paysagistes de l'école de Versailles. C'était une revue de très grand format, assez illustrée, qui tentait une nouvelle formule. C'était dans les années 80 et c'était Marc Claramunt et Catherine Mosbach qui avaient engagé cette revue, avec aussi parfois quelques textes traduits. Enfin, c'était un peu les balbutiements de la chose, mais quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis, à peu près au même moment où les carnets du paysage ont paru aussi, le premier numéro est paru, c'était l'époque où le Visiteur a commencé à publier ses premiers numéros. Alors, je ne sais pas plus si c'était tout juste après ou tout juste avant, mais je crois que c'est à peu près concomitant. Donc déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Hein. C'était en fait annoncé d'une certaine façon. Il y avait un besoin de ces revues. Il y avait des théories. Alain Roger avait sorti son gros livre d'anthologie sur 20 ans de théorie du paysage en France en 94. Il y avait un besoin en fait de constituer, comme l'a dit Jean-Marc, une sorte de bibliothèque de ces cultures du paysage auquel nous tentons de contribuer. Et puis autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est peut-être à propos de ce comité, on va y revenir, mais Jean-Marc parlait des questions écologiques. J'ai l'impression aussi que le comité de rédaction que nous formons, alors sans nous pousser du col, mais correspond assez bien à ce qu'on pourrait appeler une écologie de l'esprit. Hein. Je pense au texte de Batson qui porte ce nom. Une écologie de l'esprit, c'est-à-dire en fait une sorte de biotope intellectuel où chacun se complète mutuellement et produit ainsi une croissance particulière qui fait la spécificité des carnets, qu'il est difficile peut-être de l'intérieur de définir, mais que vous pouvez au fil de vos lectures sans doute dessiner peut-être encore mieux que nous. Voilà. Mais Jenny, peut-être tu veux dire quelque chose déjà sur l'iconographie. Oui, alors ce qui est particulier dans cette revue et ce qui l'a fait discorrespondre ou ne pas correspondre à ce qui est communément appelé une revue universitaire, c'est la place du corpus iconographique dans la revue. Il se trouve qu'on accorde une place importante à cette iconographie comme étant un élément de langage supplémentaire et non pas comme un élément d'illustration. Donc chaque contributeur en fait, de la revue est invité à proposer en même temps que son article un corpus visuel qui est constitué selon les numéros et des thématiques qui sont abordées plutôt de dessin, de photographie, de cartes, de plans, de photographies de chantier, enfin voilà, il y a de maquettes, on a même été jusqu'à joindre dans certaines éditions comme les numéros sur le musical, des DVD, du son, etc. Et on a aussi une rubrique qui jalonne en fait tous les numéros des carnets du paysage, qui est une rubrique proprement iconographique. Et donc qui est un portfolio où des artistes ou peu importe qui, mais c'est souvent des artistes qui sont invités à présenter en fait des photographies, et uniquement des photographies, là pour le coup avec seulement une petite introduction écrite, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que ça permet aussi de véhiculer et de consigner l'un à côté de l'autre différents médiums et ne pas seulement se limiter à l'écriture en fait. On n'est pas limitatif et je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que ça ouvre beaucoup de possibilités. Oui, alors aussi, je reviens à quelque chose, on a oublié de dire aussi qu'on a comparé aussi la revue au Cahier de Blois. Ce sont des revues très complémentaires en effet. Alors il y avait un point qu'on n'a pas assez dit peut-être au début, c'est qu'en fait on fait souvent écrire, enfin on demande en tout cas à des étudiants qui sortent de l'école, qui ont soutenu leur diplôme, leur mémoire, peu de temps avant, de
contribuer à l'un des numéros que nous sommes en train de faire. Et on a à cœur en fait de publier ces premiers essais. La chose étant assez symétrique de ce qui se passe dans les Cahiers de Blois, c'est-à-dire que les Cahiers de Blois, Jean-Christophe Bailly nous l'expliquait bien, c'est une revue qui tourne autour de ces projets d'étudiants. Donc 3, 4 qui vont déterminer par exemple le fond de la revue, et autour de ce nombre on va essayer de constituer un numéro souvent excellent qui ensuite donne la livraison qui porte le nom thématique qui a été choisi. Alors que nous c'est le contraire, on a d'abord l'idée de faire un numéro sur tel ou tel thème qui nous semble d'actualité, important à considérer. Et après, on cherche en effet des contributions qu'on va trouver chez ces étudiants, souvent une, deux ou trois, mais qu'on cherche vraiment, parce qu'on a à cœur que c'est, en effet, comme je l'ai dit, ces diplômes puissent être publiés tout de suite. Alors après c'est tout un travail en amont évidemment, parce que le souci de l'écriture est très grand, on a envie que ça soit lisible par tous, et là le rôle par exemple de la secrétaire de rédaction Delphine Gorge est très important, même si chacun d'entre nous on met la main à la pâte, mais enfin finalement c'est quand même elle qui doit tout revoir et tout reprendre. Donc vous voyez, c'est un travail vraiment collectif, même parfois on se distribue ces textes, on doit les regarder de très près, d'autres ne posent pas de problème, mais enfin c'est vraiment un engagement très, très fort dans cette écriture, hein, qui est quelque chose que vous aurez peut-être remarqué dans ces carnets. Alors pour ce qui est des images, oui, elles sont très importantes pour nous, parce qu'on part aussi du principe que les images, elles pensent. Elles pensent pas toutes seules, mais elles pensent néanmoins. Et il faut trouver le système qui permet de comprendre comment. Et on a souvent, par exemple, des portfolios, 2 ou 3, plutôt 3 par numéro, qui viennent scander l'ensemble de la revue. Et avec un petit texte introductif qui peut être le fait d'un des contributeurs, qui a un photographe ou un artiste, mais aussi parfois le fait d'un d'entre nous qui commente ces images pour leur donner le ton, le là en quelque sorte, pour comprendre comment ils s'intègrent dans l'ensemble. Et en plus, bien sûr, à l'intérieur même des articles, d'autres images sont choisies, et ces images, c'est pas toujours le choix des auteurs. Il y a des auteurs qui en fait pensent très peu en images. Ça les intéresse pas beaucoup, et donc c'est à nous d'essayer de les accompagner pour trouver les bonnes images. Donc c'est un va-et-vient aussi avec eux, enfin un aller-retour pour essayer de comprendre ce qui peut fonctionner, etc. Donc là, cette part-là est très importante. À chaque fois, on s'investit énormément dans cette recherche, et c'est vrai que considérer qu'une revue où il y a des images est une revue peu scientifique, c'est une pensée comique. C'est franchement pour nous quelque chose au contraire d'essentiel. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a les moyens de le faire grâce à Actes Sud, mais plus d'images ne veut pas dire moins de pensée. Oui, j'ajouterais aussi dans ce qu'évoquait Jean-Marc tout à l'heure, dans l'idée de constituer un catalogue de références et de constituer une sorte de socle transdisciplinaire de textes un peu fondateurs, ou en tout cas qui délimitent le champ d'une pratique fondamentale et aussi appliquée, qu'est le paysage. Il y a une grande part qui est dédiée dans les carnets du paysage à la réédition de textes, comme ça a été dit précédemment, mais aussi à la traduction de textes qui n'ont jamais été traduits. Et en France, on est souvent dans le domaine scientifique, de la recherche. On est assez franco-français, alors c'est peut-être une spécialité, je sais pas, mais en tout cas au carnet du paysage on essaye de... Voilà, quelques-uns parlent quelques langues, et du coup ça nous permet d'avoir aussi un apport avec une manière de dire les choses qui est donc dans une autre langue, et qui du coup apporte aussi des regards extrêmement différents. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que ça nous permet de convoquer différentes origines de pensée et différentes manières de dire les choses autour de ces questions du paysage.
Par rapport au comité de rédaction, donc d'un point de vue un petit peu plus technique, moi lorsque je suis arrivée dans la revue, j'ai découvert son fonctionnement. Et donc c'est effectivement un fonctionnement qui est assez rythmé et cadencé, dans le sens où on se retrouve de manière collective. Donc on est une vingtaine de membres du comité de rédaction, une quinzaine, enfin ça dépend parce que tout le monde ne peut pas tout le temps se déplacer, mais en vérité on se retrouve une fois par mois et on discute donc, et on échange et on apporte des lectures critiques des textes qui nous ont été confiés. Et on fait avancer les auteurs à partir de réflexions communes qui sont élaborées lors de ces comités de rédaction. Donc du coup, c'est pas stricto sensu un comité de rédaction en aveugle. On est tous les yeux bien ouverts et on partage de cette manière-là. Et ce groupe et l'importance du groupe et du fait de travailler ensemble de façon très régulière nous permet d'accompagner en fait les auteurs qui nous sollicitent. Comment est-ce qu'on rencontre nos auteurs aussi? Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à préciser. On nous pose souvent la question de est-ce qu'il y a un appel à contribution, comme c'est le cas souvent dans des revues. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Mais les coordonnées, les personnes à contacter pour pouvoir proposer un article, une idée, etc. en général sur un format assez court dans un premier temps. Toutes les informations en fait de mail et tout ça sont consignées dans la revue. C'est facile de nous contacter et c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que des gens nous contactent un peu spontanément. Nous, auparavant, on a une petite grille un peu avancée des numéros à venir, avec les thématiques à venir. Par ces rencontres, parfois complètement improvisées, ou de gens qui nous contactent, ou de gens qu'on rencontre, ou de personnes qu'on a en tête depuis déjà un moment. Voilà, toutes ces personnes et toutes ces manières de rencontrer des gens contribuent à apporter des nouveaux auteurs ou des auteurs plus confirmés à la revue. Ajouter quelque chose? Oui, alors bon, peut-être sur la traduction à nouveau, on a, comme vous le voyez, si vous avez feuilleté cette revue ou si vous la lisez de temps en temps, en effet, on laisse une place assez grande à la traduction. Alors, on peut aussi considérer qu'aujourd'hui, tout le monde lit l'anglais, ce qui est faux, que même si tout le monde lisait l'anglais, de toute façon, pour nous, il faudrait traduire. Parce que traduire, c'est une forme particulière d'engagement dans une pensée qui suppose une véritable réflexion intellectuelle, un véritable engagement philosophique, qui veut dire qu'en fait, on doit trouver comme un équivalent dans notre langue de quelque chose qui se dessine ailleurs, dans un tout autre contexte intellectuel et culturel, et qui résonnera désormais à l'intérieur de notre propre culture, en quelque sorte, avec une inscription qu'il nous importe de produire parce que, comme pour toute traduction, il y a quelque chose qui engage beaucoup plus que le simple fait de trouver une équivalence d'une langue dans une autre. La traduire, c'est un acte fondamental, je pense, et au niveau des carnets du paysage, de toute façon, c'est quelque chose qui permet de faire circuler de façon générale des idées qui autrement resterait encore cantonné en quelque sorte dans la sphère d'où on l'a extrait, si on les publié dans leur langue même, en anglais en particulier, dans cet anglais que nous baragouinons tous plus ou moins. Donc c'est quelque chose, encore une fois, pour nous, qui est comme une tâche centrale. Alors, à propos du comité de rédaction et de la manière dont nous travaillons ensemble, il y a une chose qui est frappante, c'est que, je ne sais pas si vous êtes familier du fonctionnement des revues et des revues universitaires en particulier. Très souvent, les revues universitaires, les revues académiques ressemblent un peu à un parlement. Un parlement au sens où telle personne ou tel groupe de personnes sont là pour défendre une idée, un texte, et il y a une forme de négociation entre pouvoirs différents, parfois même assez opposés. C'est pas du tout comme ça. Notre revue n'est pas un parlement.
Au début de nos rencontres, il y a fort longtemps déjà, je me souviens, Jean-Luc Brisson, qui était très actif à ce moment-là dans la revue, avait imaginé que notre revue était comme un laboratoire. Et de fait, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. C'est-à-dire que nous sommes collectivement dans une sorte d'expérimentation collective. Nous apprenons les uns des autres. Nous ne sommes pas là pour, comment dire, pour délivrer ou imposer un propos qui aurait été élaboré ailleurs. Non, véritablement, nous découvrons ensemble pour la plupart. Et ce point me semble tout à fait essentiel même pour la, enfin, je veux dire, pour la durée de la revue en vérité. Hein? Imaginez que la durée de vie d'une revue moyenne dans le terme du bénévolat, c'est 10 ans à peu près. Hein? C'est 20 numéros à peu près. Nous avons réussi à tenir, mais on ne peut pas tenir longtemps, sauf effectivement être dans une forme de routine ou d'inertie souvent entretenue institutionnellement. Mais on ne peut pas tenir longtemps s'il n'y a pas une inventivité, une découverte de la part des uns et des autres. Sinon, surtout quand on est bénévole, à quoi bon, quoi? Et ça, c'est un point auquel sur lequel je voudrais insister. Alors, Gilles parlait des traductions. On peut évoquer également le fait que, vous voyez, c'est une revue qui veut intervenir dans l'actualité, qui se veut en prise avec un certain nombre de questionnements contemporains, mais qui n'exclut pas, loin de là, le fait que, eh bien, ces questions contemporaines ont, je dirais, une épaisseur historique, une provenance, et qu'un certain nombre de propositions anciennes ont encore quelque chose à nous dire. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous avons préparé ce numéro qui s'est intitulé Cheminement, qui est un numéro qui a très bien marché, très vite, qui est épuisé, que vous pourrez, il y a en gros un tiers des numéros de la revue sont épuisés. Hein. Eh bien, ce numéro, donc, lorsque nous l'avons conçu, travaillé, en fait, nous sommes tombés, grâce à Gilles en particulier, nous sommes tombés sur une expression qui était l'expression odologie. Odologie, c'est un terme un peu particulier, un peu étrange, qui nous a paru un peu étrange. Odologie, la science des routes et des chemins, si vous voulez. Hein, dont Gilles nous a appris que John Brickero Jackson, qu'on a évoqué tout à l'heure, l'avait véritablement avancé dans le débat américain. Et puis nous nous sommes préoccupés finalement de la généalogie de cette expression et de sa portée. Et donc nous avons pu ainsi remonter à l'auteur d'origine dont Jackson lui-même se servait, qui est un psychologue allemand de la première moitié du XXe siècle, et nous avons pu traverser Jean-Paul Sartre, nous avons pu traverser toute une série de références où nous voyons ce terme apparaître de façon un peu secrète en fait, mais comme un terme nous permettant de penser une expérience paysagère d'un genre très particulier, une expérience et une construction spatiale d'un genre très particulier, qui est, on va dire, l'expérience à partir du chemin, voyez, ou la pratique à partir du chemin. Voyez, donc, qui sont finalement des préoccupations qui sont très présentes aujourd'hui, en particulier lorsqu'il s'agit de réfléchir autour du phénomène, mettons, de la pratique, plus précisément de la marche et du rôle de la marche dans la construction des expériences paysagères et des relations au paysage. Voyez, et donc là, cette espèce de circulation entre le questionnement d'aujourd'hui, la manière dont on peut pratiquer le paysage aujourd'hui et des outils méthodologiques et conceptuels anciens, nous, ça ne nous fait pas peur. Nous ne sommes pas dans cette vision, actualiste de l'actualité. Hein. C'est un point qui me semble important. Ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, de traiter
là encore, à partir des questions de paysage, de traiter, ou du point de vue du paysage plus précisément, de traiter des questions d'aujourd'hui. On a montré tout à l'heure la couverture de ce numéro intitulé « Paysage en migration ». On a été très vite mobilisés sur cette question, sur la question migratoire, dans la mesure. Mais justement, en nous posant la question, mais non pas simplement quelle peut être, je dirais, la place ou la pratique ou la réaction des paysagistes en tant que projeteurs par rapport à ce phénomène social important de notre époque, mais aussi qu'est-ce que ça a, du point de vue des migrants eux-mêmes, qu'est-ce que ça impacte du point de vue de leur pratique, leur représentation, leur expérience du paysage, qu'est-ce que ça nous apprend aussi, vous voyez. Et voilà, ça fait partie également de nos, je ne sais pas si c'est une mission, mais enfin en tout cas de nos préoccupations, de nos soucis. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est, comme vous l'aurez compris, très, très ouvert à différentes disciplines, différents matériaux d'expression, différentes manières de pouvoir aborder les questions qui relèvent du paysage. Et ce caractère protéiforme va vraiment dans le sens du laboratoire dont parlait Jean-Marc à l'instant. On s'est rendu compte aussi en faisant le point avant de faire la présentation d'aujourd'hui qu'on avait finalement assez peu de littéraires qui intervenaient dans la revue. Donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer aussi, avoir des contributions plus littéraires. Et puis voilà, après, je ne sais pas si on n'a pas forcément besoin de faire un point sur la mise en page et tout ça, mais en tout cas, la revue s'interroge aussi sur comment est-ce qu'on peut montrer les choses de manière fluide, de manière voilà, que ça reste à la fois assez simple dans la mise en page et en même temps éloquent. Enfin voilà, comment est-ce qu'on évolue aussi avec le temps, les revues qui naissent et qui nous font nous interroger aussi. Et puis il y a une chose auquel je pensais là tout de suite. Parfois, la chose est très définie. C'est-à-dire, on a les défis climatiques, c'est relativement évident. C'était. Alors attends, tu peux remonter là. Voilà. Encore non, comme une danse. Ouais. Voilà, comme une danse. Alors parfois, comme le numéro qu'a dirigé Jean-Marc sur les communs, c'est quelque chose qui est bien cerné, sur lequel Jean-Marc a beaucoup travaillé, qui donnait lieu à un numéro qui était, au fond, qu'on pouvait circonscrire assez bien, même s'il a demandé du temps et pour être bien équilibré, etc. Mais parfois aussi, on part d'une intuition. On a une intuition, on se dit, mais tiens, au fond, il y a un truc, pourquoi pas le rapport de la danse au paysage. La chose est assez vague au départ. Ça nous plaît, ça plaît à un certain nombre d'entre nous, la plupart en général, et on essaie de comprendre si cette intuition est juste ou pas. Et progressivement, on avance des noms, des thèmes, etc. Et on développe. Et il se trouve que ce numéro, comme une danse, ça donnait un numéro double, un énorme numéro, alors que de prime abord, peut-être était-ce juste une idée. Cette idée, elle était très féconde en fait. Et on procède aussi parfois comme ça. Il y a certains de nos numéros qui partent d'un petit quelque chose qui titille l'un d'entre nous, qui le développe, sur lequel d'autres abondent. C'est cette espèce de petite perle qui va ensuite donner parfois un énorme numéro comme celui-là, ou comme le numéro double. Alors celui-là, il s'imposait davantage, c'était pas tellement ce point de départ. Le Jardin est un numéro double, mais ça allait de soi. Mais d'autres numéros de ce genre, il y en a comme ça. Et c'est juste pour vous dire que, vous voyez, les entrées, les débuts sont très divers, pour commencer. Et les thématiques viennent aussi de ce brassage, émergent en réunion de comité de rédaction. Et là, on se dit, ah bah oui, il peut y avoir des grandes thématiques du moment, où il peut y avoir des interrogations plus fondamentales, plus théoriques, et à la fois des choses qui naissent aussi de manière plus spontanée. Oui, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est qu'une revue, enfin la nôtre en tout cas, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de revues, les revues sont des capteurs, en fait. C'est-à-dire, en fait, Gilles parlait des intuitions que nous pouvons avoir, et puis, à propos de la danse, c'était frappant. Effectivement, nous avons cette intuition, cet intérêt, cette curiosité, puis d'un seul coup, nous nous rendons compte que, finalement, il y a beaucoup de gens qui partagent cet intérêt, cette expression, et donc...
finalement, notre rôle va être d'essayer de rassembler ces expériences, de les rendre visibles, de les susciter parfois. C'est très frappant, très très frappant. Je veux dire par là que en même temps, c'est une épreuve d'humilité, je veux dire par là. Je veux dire par là que, voilà, ce que nous pensons être une intuition originale, nous nous rendons compte au fond qu'elle appartient à un moment, à un état des choses, à une curiosité générale. Vous voyez, c'est très frappant. Mais ça n'empêche pas que le rôle de la revue va être important pour justement cristalliser ce qui est un peu diffus dans les pratiques d'aujourd'hui, enfin les pratiques que nous voulons évoquer. Alors bon, on va s'arrêter là, puis on va avoir plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Juste pour évoquer les numéros à venir, donc les prochains numéros de la revue, celui qui va paraître très prochainement s'intitule Il en projet, si je me souviens bien du titre, enfin bref, consacré donc aux îles. Il a été conçu également en accompagnement, en tout cas encore pas vraiment, si en coordination on peut le dire, avec une exposition qui va débuter au mois de juillet au MUSEM, musée à Marseille, qui s'intitule Le temps de l'île. Donc nous avons voulu à cette occasion dans la revue montrer comment justement des paysagistes pouvaient s'emparer des espaces insulaires. Le numéro d'automne portera sur l'énergie, les énergies du paysage plus précisément. Et puis le numéro suivant sera consacré à la question de la santé, qui nous semble un thème extrêmement important à propos du paysage. Voilà. Et nous vous laissons devant les yeux cette phrase de Louis Marin, philosophe, historien d'art, qui nous a accompagnés dans notre travail et qui nous semble extrêmement riche. Et nous sommes maintenant disposés à répondre à vos questions, à vos remarques ou commentaires si vous en avez. Merci pour cette présentation, et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir qu'il y a une continuité dans cette édition depuis 20 ans, c'est quand même énorme. Chaque numéro pourrait être en fait une conférence au pavillon de l'Arsenal, chaque thématique. On se rend compte finalement, après coup, on pourrait inviter ces personnes à raconter aussi tous ces articles, parce que tout le monde ne lit peut-être pas tout le carnet en entier à chaque fois. Ce serait intéressant de voir aussi comment il est lu, par morceaux ou de manière continue. Et effectivement, en tout cas, le cycle Expérience de paysage existe depuis 10 ans. Là, c'est 10 ans cette année. Et on se pose la question aussi à la Fédération, la manière dont on pourrait montrer la diversité des pratiques du métier de paysagiste à travers cette association professionnelle sur le paysage. Et donc, on s'inscrit complètement dans votre recherche de faire une... J'ai bien aimé le biotope, mais ça peut être un biotope des revues aussi, sur toutes ces revues naissantes sur le paysage, et comment la Fédération pourrait contribuer aussi à faire un feuillet annuel qui raconte des éléments forts de l'année, et ça peut être aussi des éléments forts de cette revue. Et je trouvais que c'était très intéressant ce que tu racontes. Peut-être, je voudrais juste vous demander si vous n'avez pas d'autres anecdotes comme ça sur des sujets précis, mais effectivement sur le côté scientifique, le fait que un terme ait été employé dans un article et finalement après il y a eu une suite. Et donc sur la manière dont vous pouvez synthétiser après coup, est-ce que vous avez un petit travail comme ça, vous avez le temps ou pas de faire ça en collectif dans votre comité ?
Oui, enfin, on peut évoquer, par exemple, on va évoquer, comment dire, aussi ce qu'on n'a pas réussi à faire. Je crois que c'est important de dire dans une revue. Il y a un numéro, je vais le dire tout de suite et on en parlera, parce que ça reste dans notre horizon. On en parle très souvent et pour l'instant on ne l'a pas vraiment réalisé comme on voudrait le réaliser. C'est un numéro sur l'agriculture, par exemple. Voilà, ça fait partie non pas des regrets ou des remords, mais enfin des insatisfactions qui sont les nôtres. Voilà. Peut-être parce que c'est pas mûr, parce que nous n'arrivons pas à trouver l'angle qui nous permet. Voilà. Alors, il y a un numéro qui a très bien marché, qui nous est encore très souvent demandé et qui a eu un impact, comme on dit, des effets et dont nous pouvons également maintenant voir des effets en retour. C'est le numéro consacré à la cartographie. C'est un numéro qui a eu une très grande répercussion, qui a été très vite épuisé, qui nous est constamment redemandé, Alors, c'est pas la cartographie en tant que telle, parce que, évidemment, quiconque travaille en paysagiste a affaire à un moment ou à un autre à de la cartographie. Non, c'est que nous avons, et je pense que c'est ça qui a suscité l'intérêt du public, des lecteurs, nous avons... comment dire, envisager, on va dire, l'activité ou l'opération, l'ensemble des opérations cartographiques dans la perspective, justement, projectuelle. Et comme un moment important, sinon décisif, de l'acte de projet en tant que tel. Je pense que ça a suscité l'intérêt des lecteurs, paysagistes en particulier. Et d'autre part, nous avons eu le souci de montrer qu'il n'y a pas la cartographie, mais plutôt les cartographies, et que nous avons voulu vraiment, de façon très délibérée, laisser leur place à des pratiques et à des propositions cartographiques qui, au moment où nous avons réalisé ce numéro, étaient tâtonnantes. Émergente, notamment justement pour ce qui concerne ce qu'on appellera maintenant, ce qu'on appelle volontiers maintenant les cartographies sensibles, ou les cartographies justement odologiques. Alors moi je suis très frappé par le fait que ce numéro, on me l'a dit à quelques reprises, a été un déclencheur pour un certain nombre de pratiques et de propositions qui nous reviennent aujourd'hui comme beaucoup plus élaborées, beaucoup plus formalisées, si je puis dire. Donc là, je me dis, en tant que co-directeur de la revue, nous avons servi à quelque chose, nous avons permis à certaines intuitions de se concevoir elles-mêmes comme légitimes. Voilà. Préféré, c'est quel Ton numéro préféré? Je sais pas, bon après il y a ceux qu'on... Parce qu'il y a aussi, dans notre comité, comment dire, on délègue, est-ce que c'est bien le bon mot? Je ne sais pas, peut-être, oui, disons, admettons, on délègue souvent, ou on confie à l'un d'entre nous le soin de coordonner le numéro. Alors on est tous partie prenante, comme on vous l'a dit, mais l'un d'entre nous a une idée plus forte, c'est lui qui tient davantage à cette idée, et du coup c'est lui qui va faire un peu le plan général, programmatique, qui va être discuté, qui va être amendé, qui va être revu, qui va être rebattu, corrigé, bon, enfin, et puis après tout ça se transforme considérablement, mais ça permet comme ça d'avoir une sorte de conducteur de projet, quoi. Et alors évidemment, Jean-Marc et moi en particulier, mais il n'y a pas que nous, Jenny, tu n'as pas encore coordonné le numéro, mais bientôt. Dans ce cas-là, évidemment, le numéro qu'on a conduit, c'est souvent un de nos favoris, un de nos préférés. Enfin, jusqu'au point où parfois il ne correspond pas forcément exactement à ce qu'on voulait faire, où il n'a pas eu la répercussion qu'on voulait qu'il ait, ou bon voilà. Mais j'avoue que, alors cheminement, on l'a pas
coordonné, toi tu l'as peut-être coordonné je crois, mais Cheminement, ça c'est certainement un de mes numéros préférés. J'aime beaucoup Bout du Monde aussi, je ne l'ai pas coordonné mais je trouve que c'est une très belle idée qui avait été lancée aussi par Jean-Luc Brisson mais qui a donné lieu à des de très belles contributions, très inattendues, très étranges et qui encore une fois permettent de regarder les choses sous un angle singulier, parce que bon, tout a été dit grosso modo, on peut aussi penser comme ça, seulement c'est pas ça qui compte, c'est la façon dont on entre dans ces questions et comment tout d'un coup on les raccorde, on leur donne une actualité singulière dans la façon dont on les traite. Et précisément aussi, l'iconographie compte beaucoup dans cette manière de faire. Et Cheminement, c'est un numéro auquel moi je tiens assez particulièrement, mais musical, mais enfin bon, il y en a beaucoup. Il y a des numéros qui malheureusement, par exemple, portent des titres qui ne sont pas très explicites. Voilà une chose que on peut dire. Je regrette par exemple le numéro sur l'animal qui s'appelle comment d'ailleurs il s'appelle, c'est celui avec la vache. À la croisée, voilà. Alors c'est un numéro que j'aime beaucoup, sauf que si vous voulez, le titre est trop ambigu, quoi. Donc il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, alors que c'est un numéro sur les animaux, c'est un numéro de l'animal et le paysage, un numéro dans lequel on avait traduit UXCUL, c'est un numéro qui est très très pensé, je trouve un très beau numéro, mais le titre n'est pas assez explicite, ça c'est une leçon qu'on a tirée, comme Bord à bord aussi, qui est un autre numéro qui est sur la pensée écologique et le paysage, l'art écologique et le paysage, et qui est un numéro assez singulier, mais qui aussi, à cause de son titre, n'a pas eu la réception qu'il aurait dû avoir. J'étais en train de réfléchir. J'ai découvert le premier numéro des Carnets du paysage que j'ai découvert, c'était Cheminement. Et du coup, c'est vrai il m'a marqué particulièrement. Mais il y en a d'autres, alors comme par exemple Archéologie, dont le titre n'est pas forcément folichon, mais qui présente l'intérêt de mélanger des couches spatio-temporelles et des approches très diverses, notamment du point de vue des échelles de temps en fait, qui séparent les humanités, les groupes humains et tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent aussi dans la revue. On fait souvent intervenir des géologues, des géomorphologues, et ça donne une sorte d'ampleur au paysage et de projection dans un temps qui nous dépasse complètement et qui nous fait presque considérer la planète Terre comme un monde à part, enfin je sais pas comment expliquer. Donc Archéologie, ça m'avait bien plu pour ça, et aussi parce qu'on avait la contribution très très belle d'un poète qui comptait beaucoup pour nous et qui a beaucoup écrit sur le paysage, qui s'appelle Emmanuel Ocard et qui vient de nous quitter, et qui a écrit un petit article sur les mosaïques qu'il ramassait sur la plage de Tanger, qui est un très beau texte. Et sinon, le numéro sur le sacré aussi, je trouve que c'était un beau numéro parce qu'il s'attachait pas au côté ésotérique que peut avoir le paysage, et qui est quelque chose qui est très... Enfin voilà, aujourd'hui, on assiste beaucoup à un retour un peu de toutes ces questions-là. Et donc, il s'inscrit bien dans cette réflexion en proposant des articles qui convoquent cette notion qui n'est pas le religieux. Et du coup, la manière dont c'est abordé, très transversale, me paraissait assez plaisante. Voilà. Juste rajouter une chose à propos de la capacité qu'une revue, et la nôtre en particulier, peut avoir d'intervenir de façon instructive, innovante, provocatrice dans un champ. C'est l'expérience que j'ai eue, moi, avec ce numéro, donc Paysage en commun, auquel Eugénie a contribué, en particulier. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de participer à des rencontres autour de ce thème très important aujourd'hui, mettons la question des biens communs, qui est portée par un certain nombre d'économistes, de juristes, de spécialistes de sciences politiques, etc. Mais en fait, dans ces univers-là, la question du paysage est absente, totalement absente.
Et un signe, par exemple, c'est l'absence de l'entrée paysage dans la première édition du dictionnaire des biens communs, qui a été édité il y a un peu plus d'une année à peu près, sous l'égide de 3 économistes, non, 2 économistes, une juriste. Vous voyez ? Et en fait, il se trouve que, donc à Versailles d'une part, dans le cadre d'un séminaire, et puis bon, j'étais amené à intervenir dans ces milieux, eh bien, et puis donc, grâce à la revue, nous avons introduit dans la réflexion collective au sens large du terme, nous avons introduit la thématique paysagère. Et ça, je pense que c'est à mettre au crédit de notre revue, de notre souci collectif. Et donc moi, je suis très heureux de savoir que dans la 2e édition du dictionnaire des biens communs, puisque c'est un ouvrage qui a très bien marché, cette 2e édition qui est en cours de rédaction et qui va bientôt paraître, eh bien, il y aura une entrée paysage. Ce qui n'était pas prévu au départ, ce qui n'était pas pensé ou conçu au départ. Voilà. Je pense que c'est à mettre au bénéfice d'une activité de revue, comme la nôtre. Est-ce qu'il y a parmi vous des contributeurs, des lecteurs, des personnes qui ont des questions, des remarques à poser à nos invités? Alors, il va falloir parler fort ou bien vous venez ici parler dans le micro. Et poser la question de la diffusion, si dans quelles instances la revue est présentée, on peut la trouver, etc. Alors, c'est là l'intérêt de pouvoir travailler avec un éditeur comme Actes Sud. C'est qu'effectivement, nous rentrons dans le circuit de diffusion commerciale d'Actes Sud. Donc, en principe, nous sommes présentés dans la plupart des librairies spécialisées, bien sûr, mais aussi dans la plupart des librairies généralistes, avec les contraintes propres à ce genre de diffusion, bien entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, si le numéro marche, vous le trouverez assez facilement en librairie. Voilà. Les numéros qui marchent moins bien sont très vite retirés du circuit. Mais bon, comme toutes les publications, en fait. Donc, mais voilà, en gros, nous bénéficions quand même du diffuseur des circuits de diffusion et de distribution d'Actes Sud, ce qui est pour nous un immense avantage. Oui, nous tirons au début nous tirions à 2000, maintenant nous en sommes à 1500 exemplaires, et je dis bien à peu près un tiers des numéros sont épuisés, en gros, et nous vendons en moyenne quelque chose comme 800 à 1000 exemplaires, je dirais dans un premier temps, quoi. Je vais essayer de ne pas parler longtemps parce que je fais des interventions. Je suis Charles Dard et j'ai assisté à un certain nombre d'émergences de revues sur le paysage. Vous êtes malgré tout pas la première, même si vous êtes ancienne. Et je vous remercie vraiment pour ce travail et je vous félicite de durer. Vraiment, je dois dire que j'admire. Et au-delà de vous, alors en l'occurrence, puisque vous êtes plus nombreux que juste 3, je remercie tous ceux qui travaillent à cette revue, que je trouve admirable. Je la trouve admirable, je voudrais dire, à propos en particulier d'une chose, c'est qu'il y a une alliance singulière, vraiment singulière, entre exigence scientifique et, comment dire, presque du ressort de l'honnêteté intellectuelle, on va dire, exigence, et justement, ouverture, sans prétention, je veux dire, on peut rentrer dedans sans être docte soi-même. Ce qui est extrêmement important quand on s'adresse notamment à des professionnels qui ne sont pas des professionnels de la pensée, puisque les professionnels de l'aménagement, ça ne nous interdit pas de réfléchir, mais vous savez bien que c'est compliqué, quoi. Alors, la revue d'école, c'est un champ en soi. Vous n'êtes pas une revue d'école. Mais c'est vrai que le fait d'être dans une école, ça a à voir avec cette idée de liberté. Et moi, je pense que cette idée de liberté, elle est aussi étroitement liée à l'idée de bénévolat. Or, vous venez de me dire, et c'est pour ça que j'avais cette question en prolongement de la question précédente, pour moi,
il y a un commerce avec le commerce nécessaire si on veut diffuser. C'est indiscutable. Du coup, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Parce que, bon, c'est pas complètement innocent comme question. Il se trouve que l'expérience du visiteur, à laquelle j'ai participé au débat, qui est malheureusement moins durable que la vôtre, même s'il y a encore un secteur qui peut changer, et s'il y a critiquat, et tout ça. Bon. L'expérience du visiteur, elle a connu deux âges. Un âge strictement bénévole et un âge bénévole commercial, on va dire. Et moi, je suis pas loin de penser que, pour ce qui me concerne, en tout cas, l'addiction à l'investissement dans ce travail de fabriquer ces produits, tout simplement, avait beaucoup à voir avec le fait que j'y gagnais pas un rêve. C'est-à-dire que j'avais besoin à chaque fois de me poser la question, est-ce que j'y trouve vraiment suffisamment d'intérêt pour que ça vaille le coup? Ce que vous avez dit tout à l'heure, texto. Donc, comment à un moment donné on peut prendre ce virage et durer? Dites-moi. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Enfin, je parle sous contrôle de Gilles et d'Eugénie, mais d'abord, effectivement, comment dire, disons que les relations avec l'éditeur ne sont pas nécessairement des relations toujours pacifiques. Hein, c'est parce que l'éditeur, il a une stratégie commerciale également. Nous avons eu la chance de trouver chez Actes Sud un interlocuteur, en l'occurrence Jean-Paul Capitani, à qui il faut rendre hommage, un interlocuteur qui, très vite, a compris notre démarche et l'a soutenue, y compris à l'intérieur de sa propre maison, contre les points de vue divergents, on va dire, hein, qui n'étaient pas nécessairement favorables à l'existence de notre projet. Donc voilà, donc je reprends bien volontiers votre expression, on commerce avec le commerce, effectivement. Bon. À partir du moment où on veut, alors peut-être qu'il y a d'autres supports aujourd'hui, hein, d'autres systèmes d'autres manières de rencontrer le public, hein, c'est fort possible. En tout cas, nous, ce que nous avions voulu faire, et ce que nous voulons toujours faire, c'est des objets papier, des livres, et nous tenons beaucoup à la qualité de l'objet que nous présentons. Ça passe effectivement par en l'occurrence, un éditeur, parce que nous sommes dans un contexte institutionnel bien particulier, hein, qui est l'école du paysage de Versailles, l'école de paysage de Versailles. Bon, nous le vivons là, généralement plutôt bien, mais effectivement, avec un double registre. Et il y a ce registre que vous avez appelé celui du bénévolat, qui est en fait plus simple que cela, qui est tout simplement un registre, et je pense pas qu'il puisse y avoir de revue autrement, un registre qui consiste tout simplement à travailler en amitié. Hein, à travailler en amitié. Et l'amitié, c'est pas du tout une vertu secondaire. Enfin, c'est sûrement pas Gilles qui me contredira, en l'occurrence. C'est véritablement une vertu humaine et intellectuelle absolument essentielle. Et voilà, de ce point de vue-là, nous ne rentrons pas dans la catégorie, enfin, nous ne posons pas la question du bénévolat. C'est moi qui en parle, tout simplement, parce que effectivement, en tant que co-directeur de la revue, je suis bien sensible à cette affaire-là. Parce qu'il y a l'autre, effectivement, il y a l'autre registre, qui est effectivement le registre plus commercial, on va dire ça, plus institutionnel, voilà, qui repose sur les épaules des co-directeurs et dont, heureusement, les membres du comité de rédaction sont, sont déchargés la plupart du temps. Voilà. Mais quand même, j'ajouterais une dernière chose à ce propos. Il y a l'aspect commercial, mais aussi il y a l'aspect institutionnel. Je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à l'école du paysage de Versailles, comme à d'autres écoles comme celle de Blois, qui sont engagées dans des initiatives équivalentes. Parce qu'à mes yeux, elles remplissent véritablement, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, elles remplissent une vraie mission de formation. En fait, ce qui nous préoccupe, et j'espère l'avoir fait entendre,
Ce qui nous préoccupe, c'est non pas simplement de diffuser un certain nombre d'articles dans le public, c'est véritablement de constituer des dispositifs, on pourrait dire ça comme ça, excusez-moi de cette expression peut-être un peu pompeuse, d'éduquer le public au paysage. Et de ce point de vue-là, une école qui accepte de financer finalement, au moins partiellement, une revue dans ses murs qui a cette prétention à s'adresser au grand public, elle est dans ses missions finalement, dans ses missions générales, qui ne sont pas simplement la formation de professionnels, formation technique de professionnels, mais qui prend en charge une dimension beaucoup plus importante. Et je pense que, voilà, on est vraiment très proche de ce qu'on peut attendre de l'université au sens très large de ce terme, pas forcément des écoles supérieures, c'est-à-dire des écoles généralistes qui ont une vraie mission auprès non seulement de leurs étudiants, et étudiantes, mais aussi auprès du public. Il s'agit bien de former dans ces écoles, certes des paysagistes, de bons, voire de grands professionnels, mais aussi des acteurs publics, tout simplement, des acteurs, des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire des gens qui, à partir de leur expertise bien particulière, seront capables de prendre en charge des questionnements qui sont les questionnements généraux de la société dans laquelle ils vont être amenés à travailler et à vivre. Une jeune association Paradisos, Jardin Européen, donc bénévole également. Et je me demandais, au fur et à mesure de l'élaboration des numéros, si vous aviez constaté une culture commune du paysage, en particulier en Europe. Est-ce qu'il y a une culture commune? Culture commune, c'est un peu excessif, Je n'irai pas jusqu'à... Enfin, en tout cas, il n'y a pas une culture identique. Mais par contre, il y a la possibilité d'échange, c'est-à-dire de préoccupations. Il y a des préoccupations qui sont voisines, communes, convergentes. Voyez, culture, je pourrais préciser ce que vous entendez par là, mais je prends juste un exemple. Je prends juste un exemple, justement, je parlais tout à l'heure de ce numéro paysage en commun. J'ai eu l'occasion de participer il y a 2 ans à la Fondation Benetton, à Trévise, donc à une rencontre autour de la question du jardin, des communs, du paysage, des communs, etc. Et donc là, je me suis rendu compte effectivement que donc, les intervenants provenaient de différents pays. L'Italie, bien sûr, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, et je crois qu'il y avait aussi quelqu'un qui venait des États-Unis. Alors, ce qui était frappant, c'était peut-être pas que les gens disaient la même chose, parce que ce n'était pas le cas, mais par contre qu'ils rencontraient les mêmes questions et qu'ils affrontaient les mêmes questions. Et en l'occurrence, puisque le thème était la question de la façon dont on peut investir des places publiques ou des lieux urbains qui étaient délaissés, on voyait bien que, quel que soit le vocabulaire particulier qui était utilisé ou les méthodes de traitement qui étaient proposées, eh bien, tous les intervenants et intervenantes se rejoignaient sur à la fois l'acuité, l'urgence et l'intérêt de la question. Alors s'il y a culture commune, je dirais culture commune de questionnement, plutôt que évidemment une réponse identique qui pourrait être déclinée de façon homogène dans tous les lieux. C'est pas le cas. Voilà. Et pardon, je ne sais pas sur votre question, parce que je voulais juste répondre avant à Charles Dard à propos de ce qu'il disait. Mais merci en tout cas de cette, ce que tu dis de cette revue. Mais par ailleurs, je pense que... Alors, ce qui fait qu'on tient, parce que je ne cacherai pas que par moment, on se traîne un peu, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup...
c'est pas toujours évident, quoi. On y va, là on a autre chose à faire, bon, on y va, et puis quand on y est, on est très content. Mais il y a quand même une endurance. Il faut tenir sur la longueur, quoi. C'est une course de fond, et il faut du souffle. Et évidemment, parfois, certains d'entre nous lâchent un peu, on reprend, mais comme on est une équipe, ça marche bien. Jean-Marc a parlé d'amitié, bien sûr, il y a, comme dans toute amitié, il y a des moments où on est moins, ça marche moins bien, mais ça tient, il y a une substance. Mais peut-être que ce qui nous anime le plus, c'est pas simplement d'apprendre aux autres. On est beaucoup d'entre nous des enseignants, pas que, mais beaucoup, donc tu notais en effet que c'était dans une école, mais c'est peut-être d'apprendre des autres, c'est-à-dire que c'est la passion de connaître, d'apprendre à ce sens-là. Je pense qu'on est animés tous par ça, la curiosité, quoi, la curiosité insatiable, et ça fait qu'en réalité ça repart tout le temps, quoi. C'est effervescent à un moment donné, quelqu'un lance une idée, et puis ça y est, le matin on était à plat, boum, ça redémarre, et c'est ça qui fait que la revue elle marche, en fait, je crois. C'est cette espèce de passion commune qu'on a d'apprendre quelque chose. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une particularité des revues de paysage. Enfin, moi, je pense en particulier à Page Paysage. Page Paysage, alors d'abord, il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais que je tiens à vous dire, c'est que les revues de qualité, comme la vôtre, entre autres, marquent les gens à un point qu'on n'imagine pas, les professionnels. C'est énorme. Ça compte, parce que vous disiez, évidemment, ça fait le rayonnement de la notion de paysage, et ça irrigue le grand public de choses qui ne sont pas forcément communément partagées. Mais pour ce qui concerne le fer de lance, qui est les étudiants de l'école qui deviennent des professionnels, moi aussi je suis enseignant, ailleurs, mais puis là aussi, mais c'est vrai que ça, je connais parmi ceux, enfin je sais pas, qui m'entourent, quoi, parmi les meilleurs. L'autre jour, c'était ici même que Catherine a dit à quel point ça avait, sans Page Paysage, elle ne serait pas devenue Catherine, enfin Mosbach. C'est pas la dernière la plus mauvaise d'entre nous, quoi. C'est très important. Et la particularité des revues de paysage, c'est justement cette liberté d'être ouvertes. Elles ne peuvent pas parler de paysage si elles se sentent propriétaires d'une notion bordée. C'est fou. Et ce que vous dites est vachement vrai, c'est-à-dire que du coup ça entraîne l'appétit et ça entraîne le plaisir de redémarrer. Ça, c'est un risque. Oui, je dirais pour aller dans votre sens que effectivement on considère que le paysage est un champ disciplinaire récent et donc il est en train de se construire. Bon, ça fait déjà un moment qu'il se construit, mais on va dire qu'il y a une volonté et une envie de la part des contributeurs, dans ton travail aussi, Jean-Marc et Gilles, dans vos approches, de constituer justement cette base de réflexion fondamentale qui est nécessairement ouverte, parce que le paysage est une science trans, dans le sens où, c'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais je trouve que c'est vrai, c'est vraiment profondément défini par son hétérogénéité, et donc du coup c'est quelque chose qui n'est pas facile à tenir et à construire. Donc, l'idée me vient, moi, quand vous avez parlé de la traduction, moi, quand je travaille avec un architecte, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, je me pense aussi interprète, enfin je ne suis pas que concepteur. On est plusieurs à travailler un projet de paysage. C'est indiscutable, beaucoup plus encore que d'autres. Et du coup, l'idée de la traduction, le fait même, enfin tout ce qu'on a pu dire sur la question de la traduction, c'est comme la pensée du complexe, etc. C'est pas pour rien que dans les conférences du mardi du paysage, tout ça, Clara Moon faisait venir Michel Serres, et puis qu'on a eu une émergence. Il y a eu une actualité à un moment, une effervescence autour de cette idée de paysage qui a marqué, qui marque, mais qui continue d'avoir une actualité. C'est ça qui est stupéfiant. Et du coup, c'est vraiment bien qu'il y ait un organe comme le vôtre qui soit d'un niveau exigeant, encore une fois, à l'école du paysage. Parce que c'est tout à fait possible aussi de faire du paysage sans s'interroger. Enfin, ça va, les professionnels de la profession, c'est ce que c'est. Ça roule, il n'y a pas de problème. Donc c'est très important que vous soyez là, comme vos conférences. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Alors.